Parfait. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons traiter un outil important également à la prise de décision et qui est le tableau de bord. D'accord? Donc, encore une fois, on s'en lassera pas de le dire. On va ouvrir la boîte à outils d'Iana, la boîte à outils management opérationnel. D'accord? On a quoi jusqu'à présent? On a quoi dedans? Donc, on a la chaîne de valeur, on a le diagramme Ishikawa, on a le PDCA, on a les 5 S, on sait calculer cette marge, d'accord? Aujourd'hui encore, nous allons voir un outil d'aide à la décision et qui est le tableau de bord. D'accord? Donc, c'est un outil essentiel à la prise de décision et nous allons voir pourquoi. Alors, je vais vous demander de voir un peu cette photo-là, d'accord? Et dites-moi, le problème c'est que quand je partage mon écran, je n'arrive plus à voir vos commentaires. Là, j'ai partagé mon écran avec vous, mais je n'arrive plus à voir vos commentaires. Et j'ai besoin de savoir quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, c'est le même problème qui est arrivé avec les autres. Bon, je vais démarrer l'explication et je vais essayer de toute façon de revenir de temps à autre à l'espace de discussion, mais sinon, parce que quand je partage mon écran, je ne vois pas ce que vous écrivez au niveau de la partie discussion, vous pouvez utiliser vos micros. D'accord? Très bien. Très bien, les amis. Donc, lorsque j'expose cette photo, vous voyez quoi? Alors, c'est le tableau de bord d'une voiture. D'accord? Donc, lorsque vous conduisez une voiture, lorsqu'un de vos parents conduit une voiture, on utilise le tableau de bord, d'accord, pour avoir et pour voir toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions adéquates. D'accord? Donc, en le consultant, le pilote constate l'état de la route, la densité, donc il constate la densité de la circulation, la vitesse de son véhicule, le temps restant avant l'heure prévue d'arriver à destination. D'accord? Donc, il voit tout son système, le système de sa voiture, fait le tableau de bord qui est devant lui. Le système peut subir un certain nombre de perturbations susceptibles de gêner la régularité du fonctionnement. Certaines perturbations ne nécessiteront pas un changement de tactique, d'autres peuvent nécessiter un changement stratégique. C'est-à-dire qu'en conduisant à de la voiture, qu'en conduisant dans une situation donnée, une situation interne et externe, c'est-à-dire embouteillage, il se peut qu'il va pleuvoir, je roule à 120 km et donc j'ai la vitesse devant moi, je vois que je roule à 120 km, à 100 km par heure. Et il commence à pleuvoir. Donc, je dois, en temps réel, d'accord, décider de ralentir. Parce que je ne peux pas rouler à 120 km à l'heure alors qu'il pleut. D'accord? Donc, le tableau de bord m'a permis de voir instantanément, d'accord, de voir, mais instantanément, donc dans un temps, ça m'a très très limité. En 2-3 secondes, j'ai observé la vitesse avec laquelle je roule,
J'ai constaté la situation, il m'informe sur la situation de mon véhicule, d'accord? Et j'ai décidé de ralentir. J'ai décidé de changer de route. Donc, je passe de l'autoroute à la route nationale, d'accord? J'ai décidé, en fonction des conditions que j'ai au niveau de la route, j'ai décidé de ne pas m'arrêter en aire de repos parce que je vais ralentir et pour rester sur l'objectif, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé au départ, l'objectif d'arriver à Tanger à 14h maintenant. Donc, j'ai l'objectif d'arriver à Tanger. Donc, je décide de changer de tactique, de ne pas m'arrêter en temps de repos, de ralentir parce qu'il pleut. J'ai un élément externe, un élément issu de l'environnement externe qui est la pluie. J'ai mon tableau de bord devant moi qui m'indique que je roule à 120 km/h. Et autant que pilote, en tant que manager, en tant que conducteur, je décide de changer de stratégie, de ralentir, mais de ne pas m'arrêter en aire de repos, d'accord, pour atteindre l'objectif donné, l'objectif fixé au départ. Donc, même chose pour l'entreprise. Le pilote ou le groupe de pilotes, parce qu'on va voir que le tableau de bord se traite en équipe, le pilote ou le groupe de pilotes conduit son activité en fonction de son objectif et de sa consigne. Donc, quand vous décidez de prendre la route, quand vous décidez de conduire une voiture, de conduire un projet, de conduire une organisation, de conduire une stratégie, de conduire un camion, vous avez un objectif devant vous. Vous souhaitez arriver à Tanger à 14h. Vous souhaitez arriver à l'école avant 14h moins 20, avant 8h moins quart, Inch'Allah. Vous souhaitez satisfaire, réaliser un taux de satisfaction client spécifique. Donc, je fais les va et les viens entre la voiture et l'entreprise, le véhicule et le camion, pour que cette projection, d'accord, cette projection est très importante pour nous. Cette projection est très importante pour la compréhension du tableau de bord. Donc, le tableau de bord est soumis à un certain nombre de contraintes internes et externes. La concurrence, مثلاً. La concurrence, c'est une contrainte éventuelle, mais remarquez maintenant les contraintes que les entreprises au monde entier, que les grosses industries sont en train de vivre dans cette crise de santé. Donc, les contraintes peuvent être nombreuses. Je roule au niveau de la contrainte, c'est la pluie, مثلاً. La contrainte, c'est je ne sais pas, c'est la neige, c'est la température inadéquate, c'est l'embouteillage, c'est un accident au niveau de la route. Pour mon entreprise, c'est la même chose. La contrainte, c'est l'entrée d'un nouveau client chinois, par exemple, qui présente une offre extrêmement compétitive. C'est des contraintes économiques internationales. C'est une crise de santé mondiale. C'est un concurrent. C'est les matières premières. C'est des problèmes techniques. La livraison, مثلاً. J'ai un problème au niveau de mes délais de livraison. Donc, les contraintes sont nombreuses. D'accord? Et le tableau de bord il permet aux pilotes, aux décideurs de prendre des décisions, de les corriger et les ajuster en fonction des informations transmises par son système de mesure. Le système de mesure ou le tableau de bord. D'accord? Donc, dans cette situation d'entreprise très changeante, d'accord, qui n'est pas constante, influencée par différents éléments, indicateurs, enfin, pardon, indicateurs, et on va revenir vers les indicateurs, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer, nous allons essayer vraiment de comprendre que veut-on dire par les indicateurs. Parce que c'est l'élément tranchant et qui fait la différence entre un tableau de bord efficace et un tableau de bord qui ne sert à rien.
D'accord? Donc, dans ce contexte perturbé, dans ce contexte qui change, dans ce contexte qui n'est pas stable, économique, le décideur doit prendre des décisions, doit corriger, doit ajuster. D'accord? Et le tableau de bord lui fournit les informations nécessaires à la prise de décision. Donc, le tableau de bord est un instrument sans lequel toute démarche de progrès est impensable. Comment pourrait-on s'assurer de la justesse de l'effort fourni sans un instrument de mesure adéquat? D'accord? Comment pourrait-on s'assurer de la justesse de l'effort fourni sans un instrument de mesure adéquat? C'est-à-dire que j'ai lancé mon PDCA, les amis. J'ai lancé les 5 S. Voilà qu'il y a des PDCA qui prennent, des cycles PDCA qui prennent 2 ans, 3 ans. Il y a des cycles PDCA qui prennent 3 mois, 4 mois. Il y a des PDCA qui nécessitent un grand budget, de gros budgets, un grand investissement financier, un grand investissement au niveau du temps. Je ne peux pas lancer mes actions et attendre jusqu'à la dernière étape du PDCA pour me dire que non, non, je dois relancer, non, ça a marché, non, ça n'a pas marché. Et nous avons parlé d'indicateurs. Donc, le tableau de bord nous permet de voir, de visualiser, de voir, d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe au niveau du projet. Le projet Hawara Mzian, d'accord? Et nous allons voir quel indicateur mettre sur les tableaux de bord. Les livraisons, les réclamations sont positives. Les livraisons arrivent à temps. Les stocks sont alimentés à temps. Il n'y a pas de problème de stock, etc. C'est bon, c'est-à-dire que mon PDCA, le Plan Do Check Act que j'ai adopté, le cycle PDCA, la roue de Deming que j'ai adopté, est dans les conditions espérées, dans la situation positive que j'ai, dans la situation et sur une bonne roue. Voilà. Mon PDCA, ma roue de Deming est sur une bonne roue. Sinon, je dois arrêter. Si mes indicateurs sont négatifs, je dois arrêter. D'accord? Donc, son tableau de bord facilitant le pilotage et limitant le risque, il n'y a pas de garantie on n'a aucune garantie que notre projet va atteindre les résultats souhaités. D'accord? Et il faut rappeler également que le tableau de bord n'est pas un simple panneau d'affichage présentant les derniers résultats. Dans le tableau de bord, projetez-vous encore une fois sur ce que vous avez devant vous, sur l'image que vous avez devant vous. On ne peut pas mettre tous les résultats, toutes les informations de l'entreprise dans un document et dire que c'est un tableau de bord. Un rapport est bien suffisant pour ça. Le tableau de bord doit contenir l'essentiel. Il doit réduire l'incertitude. Il doit minimiser le risque. Il doit fédérer. Il doit faciliter la communication. C'est un outil précis, c'est un outil essentiel, c'est un outil qui contient l'essentiel, c'est un outil qui permet la réflexion en un temps limité et la prise de décision en temps réel. Définition à retenir, les amis. Alors, si vous avez besoin, si je vous demande de retenir une définition. Alors, le tableau de bord est un outil de pilotage, de compte-rendu, permettant au gestionnaire de réagir en temps réel par rapport à un ensemble d'objectifs clairement fixés. Donc, s'il y a une définition précise à retenir, c'est cette définition, d'accord? Et qui contient, comme vous l'avez remarqué, plusieurs éléments clés. Éléments clés
qui constitue cette définition. Outil de pilotage, compte rendu, temps réel, objectif. Donc, c'est un outil qui nous aide à décider. C'est un outil qui nous aide à piloter. D'accord? C'est un outil de compte rendu. C'est un outil qui synthétise, qui nous présente l'essentiel de l'information. C'est un outil qui nous permet de réagir en temps réel. Rappelez-vous tout le temps le modèle de la voiture. 120 km à l'heure, autoroute, embouteillage, etc. Vous devez décider en temps réel. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour prendre la décision. Donc, vous avez un outil pour ça. Et l'outil, c'est le tableau de bord que vous avez devant vous. Même chose pour les décideurs. Même chose pour le PDG. Il a besoin d'un tableau de bord. Il a besoin d'informations faciles à lire afin qu'il puisse prendre la décision en un temps réel. Par rapport à quoi? Par rapport à un objectif très précis. Par rapport à un objectif très précis. D'accord? Le tableau de bord, c'est un tableau qui doit être en rapport avec un axe de progrès donné, avec un objectif donné. C'est pas un outil global, c'est pas un outil de généralisation, c'est un outil de précision. D'accord? Et nous allons bien sûr explorer en détail ces informations-là, que ce soit la précision des axes de progrès, pardon, la précision des objectifs et les indicateurs, bien évidemment. D'accord? Donc, définition à retenir, un tableau de bord est un outil de pilotage et de compte rendu permettant au gestionnaire de réagir en temps réel par rapport à un ensemble d'objectifs clairement fixés. D'accord? Alors, ce que vous avez devant vous, les amis, c'est l'exemple Kideo. Alors, Kideo, c'est quoi? Kideo, c'est une entreprise qui commercialise, voilà, qui est spécialisée dans la production des jouets en bois. D'accord? Donc, ce que vous avez devant vous, c'est des indicateurs relatifs au système, au stock. D'accord? Au stock. Et donc, c'est des informations relatives du département, émanant du département commercial. D'accord? Donc, ce que vous avez devant vous, c'est des informations relatives aux différents stocks présents au niveau de différentes villes. D'accord? Donc, c'est un tableau. Alors, vous avez différents produits, différentes villes et les informations de chaque stock présent, chaque stock relatif à chaque produit au niveau de chaque ville. D'accord? Donc, le directeur de production de Kideo, là le manager, là le PDG, peu importe la décision revient à qui. Donc, le directeur de production maintenant, par exemple, à travers ce tableau de bord, à travers ces données-là, d'accord, il peut déclencher les commandes dès que le stock atteint un niveau critique. Donc, il lui suffit d'ouvrir ce document, qui est bien sûr constamment actualisé à travers un système d'information bien déterminé. Il lui suffit d'ouvrir ce document-là, ce tableau de bord, bien sûr, pour voir où le stock est critique. Par exemple, on voit que au niveau gare G 387, le produit gare G 387 à Paris est de 3. Le niveau est de 3. Donc, c'est clair qu'il va instantanément réagir sur ce stock-là. Animaux à 0,89 à Vélizy. D'accord? Sinon, Cannes, personnage P003. D'accord? Rail R324 à Beauville. Le niveau est de 2. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de temps. Il n'a besoin que de 30 secondes pour voir les stocks critiques pour prendre les décisions d'alimentation des stocks. D'accord? Au niveau des entreprises,
au niveau des situations, enfin, au niveau des entreprises, au niveau des marchés, ce genre de décisions doivent être instantanées. Parce que pour chaque minute de retard, pour chaque 5 minutes de retard, il est en train de perdre des clients. D'accord? Donc, grâce à ces indicateurs-là, grâce à ces indicateurs stock émanant du service commercial, le responsable de production, d'accord, ou le PDG peut prendre des décisions instantanées et réelles, peut lire très vite la situation, analyser très vite la situation de l'entreprise pour prendre ces décisions-là. D'accord? Donc, je nous mets des indicateurs. Les indicateurs sont des données qui composent le tableau de bord. D'accord? Enfin, on peut pas nécessairement, mais pas nécessairement. On peut les utiliser. Ils ne sont pas nécessairement liés au tableau de bord. Mais ce qui constitue le tableau de bord, c'est les indicateurs. Donc, ils permettent de mesurer une situation ou une tendance, d'accord, en résumant des informations complexes, d'accord, et spécifiques. Donc, le tableau de bord, il présente en temps réel les indicateurs clés pour mesurer toutes les informations de la performance et orienter l'action. C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs au niveau du tableau de bord, ils doivent être alors, ils doivent être actualisés en temps réel. Ils doivent être actualisés en temps réel. D'accord? Donc, je disais que les indicateurs doivent nous permettre d'analyser la situation de notre entreprise en temps réel. Le tableau de bord, c'est les indicateurs. Le tableau de bord, c'est les indicateurs. D'accord? Donc, des exemples d'indicateurs, les amis. Des exemples d'indicateurs. Si on prend par exemple l'axe financier. Alors, l'axe financier, si on prend par exemple l'axe financier, les indicateurs seront le chiffre d'affaires, la marge que je réalise, d'accord, pardon, le chiffre d'affaires, voilà, financier, mais aussi client, chiffre d'affaires, marge, nombre de clients, c'est client. C'est l'axe client. Si je prends l'axe financier, la masse salariale, maintenant, ce que me consomme la masse salariale, les frais généraux, la rentabilité, ça, c'est des indicateurs financiers. Si je prends l'axe production, la quantité produite, d'accord, le taux de voilà, la quantité de produite, ça c'est un axe production. Les réclamations, les délais de livraison, etc. Ça c'est l'axe qualité. Donc ces indicateurs relatifs à l'axe qualité. Donc délai de livraison, réclamation, chiffre d'affaires, nombre de clients, etc. Tout ça c'est des indicateurs qui me permettent, comme je viens de dire, de savoir si je suis sur la bonne route ou si je ne le suis pas. D'accord? Donc, l'exemple de Kideo, d'accord? Au niveau de l'exemple de Kideo, Kideo est une entreprise spécialisée, Kideo qui est spécialisée dans la production des jouets en bois. Donc, si je prends sa direction d'achat, maintenant relative à des problèmes de stock, si je prends, voilà, si je prends
si je prends le stock, si je prends le problème du stock, d'accord? Et quels sont les indicateurs relatifs, quels sont les indicateurs qui doivent figurer au niveau de la direction d'achat? Alors, les indicateurs qui doivent figurer au niveau de la direction achat sont des indicateurs qui sont les indicateurs, مثلا fournisseurs, par exemple, d'accord? Donc, stock, c'est production, et production, c'est matière première, d'accord? Le nombre de fournisseurs, proposons مثلا un produit de qualité à un tarif donné. C'est un tarif moins de, je ne sais pas, 100 dirhams مثلا, 100 dirhams, 10 euros. D'accord? Ça, c'est un indicateur. D'accord? Direction de production, par exemple. Alors, au niveau de la direction de production, le taux de produits non conformes, مثلا, ça, c'est un indicateur. La direction marketing, le nombre de clients disposant d'une carte fidélité. Alors, le nombre de clients que j'ai réussi à fidéliser. Ça, c'est un indicateur. D'accord? La Hachi, c'est ce qu'on veut dire par... C'est ce qu'on entend parler, c'est ce qu'on entend dire par indicateur. D'accord? Alors, les rôles du tableau de bord, les amis. Le tableau de bord. Quels sont les rôles qu'il va remplir? Alors, le tableau de bord doit d'abord réduire l'incertitude. Le tableau de bord doit réduire l'incertitude. D'accord? Pour prendre la décision, le manager, ces décisions managériales adéquates qui ne se trompent pas, d'accord, doivent se baser sur des informations pour décider quelles actions à entreprendre par rapport à l'amélioration du processus d'approvisionnement, d'alimentation des stocks, quelles décisions entreprendre, quel budget allouer à l'amélioration des processus de livraison, quelle quantité mettre au niveau de le stock de Casa et quelle quantité mettre sur le stock de Rabat. D'accord? Ces décisions-là, je dois les prendre à la base d'informations, sur la base d'informations. Et c'est le tableau de bord, c'est ces indicateurs bien précis, présents au niveau du tableau de bord qui vont permettre de prendre ces décisions. Donc le tableau de bord permet de réduire l'incertitude. Plus j'ai des indicateurs bien précis, bien clairs, relatifs à la situation, bien sûr, aux problèmes spécifiques que je souhaite résoudre, à la situation avec laquelle la situation que je gère, plus ces indicateurs sont bien précis et liés à ces situations-là, plus je suis moins dans l'incertitude. Donc, le tableau de bord permet de réduire l'incertitude. Le tableau de bord permet de stabiliser l'information. Alors, l'entreprise est dans un contexte, contexte économique, contexte instable, interne et externe. Il y a toujours des informations de nouveaux clients, des clients qui viennent, des clients qui partent, de nouveaux investisseurs, des problèmes internes à l'entreprise, etc. Le tableau de bord doit permettre une information stable, bien sûr qui s'actualise, d'accord? Mais le fait qu'il me présente l'essentiel par rapport maintenant au stock, par rapport au nombre de réclamations clients qui s'élèvent et qui se réduisent, ça représente pour moi une certaine stabilité de l'information relative au champ que je gère, relative au problème que je gère, relative à l'axe produit que j'essaie d'améliorer. D'accord? Troisième rôle du tableau de bord est celui de faciliter la communication. Alors, le tableau de bord est un élément qui s'utilise, est un outil qui s'utilise par un groupe de travail, dans de grandes entreprises, dans des entreprises qui se respectent, dans des entreprises qui adoptent, on est toujours en train de travailler en équipe. D'accord?
Parce que les différentes fonctions de l'entreprise sont interliées, vous l'avez vu. Marketing, finance, logistique, ressources humaines. Toutes ces fonctions-là sont interliées. Et normalement, le tableau de bord doit offrir une certaine perception unifiée de la situation. Le tableau de bord doit unifier la vision par rapport à la situation donnée. Unifier la vision par rapport à la situation. Parce que le tableau de bord, il nous permet une certaine visibilité. Aussi bien que de faciliter les échanges à l'intérieur de ce groupe constitué de différents responsables de différents domaines. D'accord? Donc le tableau de bord doit présenter des données que le financier peut comprendre, que le marketeur peut comprendre, que les responsables logistiques, que les RH, etc. Tous ces responsables émanant de différentes disciplines, émanant traitant différents domaines, le responsable production, le responsable qualité, toutes ces personnes-là, tous ces responsables avec différentes formations, mais différentes fonctions dans le cadre de l'entreprise peuvent comprendre. D'accord? Le tableau de bord permet de dynamiser la réflexion. Le tableau de bord ne se contente pas de gérer les alertes. Il propose aussi les outils d'analyse puissants pour étudier la situation et suggérer les éléments de réflexion. Donc, il ne va pas juste nous alerter sur ce qui se passe au niveau du stock Lyon, par l'exemple de Kideo, le stock Paris, le stock Casa, le stock Tanger, etc. Non. Il doit également, les données-là doivent nous permettre d'analyser la situation. Donc, si j'ai toujours, pendant un mois, les mêmes données, toujours la baisse au niveau du stock Lyon, du stock Casa maintenant, stock Casablanca, magasin Casablanca, toujours le produit X, le stock du produit X est toujours se consomme très très vite. C'est-à-dire que j'ai une forte demande sur les produits au niveau de cette région-là. Donc, je vais doubler les stocks, d'accord? Contrairement maintenant à une autre ville, un autre magasin présent au niveau d'une autre ville, où il n'y a pas une forte demande sur le produit donné. D'accord? Donc, le tableau de bord doit me permettre de dynamiser la réflexion. Maîtriser le risque. Un cinquième rôle que présente le tableau de bord est celui de maîtriser le risque. Et justement, toute prise de décision, toute décision est une prise de risque. Voilà qui le tableau de bord, comme je l'ai dit, quand il est bien conçu, quand chaque responsable, quand la vision est unifiée, d'accord? Quand tout le monde, quand on a une perception partagée, quand les différents responsables de l'équipe ont une certaine, je vais dire, une vision partagée, vision unifiée de la situation, une vision partagée de la situation, ça nous permet de réduire, de maîtriser le risque. D'accord? Donc, différents rôles du tableau de bord. Il permet de réduire l'incertitude, il permet de stabiliser l'information, il permet de faciliter la communication, il permet de dynamiser la réflexion et il permet de maîtriser le risque. Alors, les principes du tableau de bord. Le principe d'un tableau de bord de suivi. D'accord? Alors, le tableau de bord doit être adapté aux besoins en information spécifique de chaque manager. Il n'y a pas de tableau de bord standard pour tous les managers ou tous les décideurs. Il n'y a pas un modèle standard. Le tableau de bord doit contenir ça et ça et ça et ça. Chaque manager a son besoin spécifique en termes d'information. Chaque entreprise a ses propres activités, ses différents problèmes, ses différents choix de progrès, ses différents objectifs. D'accord? Chaque a sa taille,
Chaque entreprise a... Alors, une petite entreprise avec 2 employés, le manager n'a pas besoin d'un tableau de bord sur les retards, sur les horaires d'entrée, les horaires de sortie de ses employés. Parce qu'il n'a que 2. Il sait très bien, il n'a pas besoin d'un tableau, il sait très bien à quelle heure ils sont sortis et à quelle heure ils ont quitté le... Alors, mais si nous sommes face à une entreprise de 100 000 employés, 160 000 employés, nous avons vu l'exemple de vous vous rappelez d'Airbnb, non pas d'Airbnb, d'IKEA, Walmart, etc. C'est de grandes entreprises. Alors, le responsable RH doit avoir un tableau de bord qui lui permet de voir les horaires, si jamais il y a un problème, si jamais un problème est détecté par rapport à la discipline des employés, etc., de voir à quelle heure ils quittent, à quelle heure ils entrent, ils rentrent. Donc, il a besoin d'un tableau de bord pour ça, d'accord, qui lui permet de synthétiser l'information et de lui présenter l'essentiel. Le tableau de bord est un ensemble de données organisées. Et l'organisation est très importante. Parce qu'on a dit que nous devons prendre la décision en temps réel et pouvoir faire une lecture, a quick analysis, une analyse très réactive peut-être, en une courte durée, en un laps de temps, une analyse instantanée. Voilà, il nous permet de réaliser une analyse instantanée des données que nous avons. Donc, ces données doivent être organisées. D'accord? Il est composé, le tableau de bord doit être composé d'indicateurs pertinents. Pertinents, c'est-à-dire liés à mes objectifs. Je suis dans l'amélioration de la satisfaction de mes clientèles. D'accord? C'est l'objectif. Je consulte la base de données de mes clients, la base de données de l'interactivité des réclamations clients. Voilà. Je consulte la base de données des réclamations de mes clients. Je trouve que 80% de mes clients se plaignent des délais de livraison. Je trouve que 80%, je sais pas, 70% de mes clients se plaignent de l'emballage des produits. Madame, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous passez les slides? Non, non, je suis toujours sur le slide des principes du tableau de bord. D'accord. D'accord? Parce que pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, je suis toujours dans le même slide où il y a le tableau du niveau de stock. Le tableau de quoi? Des rôles? Niveau de stock. Tu es toujours dans les rôles? Non, bien avant. Ah, bien avant. Oui. Là, je suis d'abord sur les principes du tableau de bord. Vous n'avez pas ça devant vous? Non, Madame, pour moi, je vois rien. Même chose, madame. Je suis sur le tableau du niveau de stock. D'accord, je vais essayer de reprendre. Je vais essayer d'arrêter le partage. D'accord. Et je vais essayer de reprendre. Même chose, Sana. Maintenant, vous avez quoi devant vous d'abord? Oui, madame, on voit maintenant les principes. Très bien. C'est valable pour tout le monde? Tout le monde est dans les principes, les amis? Oui, madame, ça marche. Très bien. Oui, madame. Donc, très bien. Donc, je disais que les indicateurs doivent être pertinents. D'accord? Et la pertinence des indicateurs est dans le fait qu'ils sont liés à des objectifs. D'accord? Donc, je disais que si mon axe d'amélioration était celui d'améliorer la satisfaction de mes clientèles, et donc j'ai consulté la base de données des réclamations, et que j'ai trouvé, par exemple, que 60% des clients se plaignent des délais de livraison. Et donc, je décide d'améliorer les délais de livraison. Je travaillais sur le processus, d'investir sur le processus de livraison, équiper mes livreurs par de nouveaux motos, matériels performants,
les fournir ou les procurer de GPS, par exemple, pour vérifier, pour les traquer, pour le tracking, pour vérifier le trajet qu'ils adoptent. D'accord? Et donc, un indicateur pertinent au niveau de mon tableau de bord serait les réclamations clientèle par rapport au délai de livraison. Donc, je lance mon PDCA sur l'amélioration des délais de livraison et des processus de livraison. D'accord? Et au niveau du tableau de bord, j'ai besoin des indicateurs des réclamations. Alors, les réclamations étaient à 80%. Le PDCA a lancé. Donc, on a 60% des réclamations première semaine. La deuxième semaine, les réclamations sur le 40%. La troisième semaine, 20% de réclamations négatives. C'est-à-dire que je suis dans la bonne route. Et les réclamations ont doublé, par exemple, ou là, ont augmenté de 10%. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, les actions adoptées au niveau de mon PDCA sont de mauvaises actions. Et je ne dois pas attendre jusqu'à la fin du cycle pour réajuster. Alors, le tableau de bord me permet de prendre des décisions instantanées au cours du projet. Mais grâce à quoi? À des indicateurs pertinents. Et la pertinence, j'ai dit la pertinence des indicateurs est dans le rapport direct avec les objectifs. D'accord? Donc, le tableau de bord doit être simple et convivial. N'importe qui doit le comprendre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même dans une entreprise moderne, grande entreprise, etc., dans des multinationales, par exemple, on doit peut-être adopter une langue commune, l'anglais, par exemple. Il y a des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent anglais, des gens qui ont des difficultés avec le français, des gens qui ont des difficultés avec l'espagnol, mais je pense que tout le monde parle anglais, d'accord, du moment que nous sommes dans une entreprise multinationale. Donc, mon tableau de bord doit être en anglais, doit être simple. C'est-à-dire le langage, c'est un tableau de bord que le marketeur peut comprendre, que le financier peut comprendre, que quelqu'un qui est de formation juridique, le responsable juridique doit comprendre, qui n'a pas eu de cours, je dis ça comme ça, mais c'est juste un exemple, qui n'a jamais eu de cours de statistique, d'accord, il doit comprendre les graphes. Alors, le tableau de bord, on n'est pas dans la complication, on n'est pas dans la sophistication. Nous sommes dans la simplicité et dans la compréhension. L'objectif étant toujours de tout le temps projetez-vous sur le tableau de bord de la voiture. L'objectif étant de prendre des décisions alors que je roule à 120 km à l'heure. Et la décision doit se prendre en 2 secondes. Et pour ce faire, le tableau de bord, comme j'ai dit, doit être simple, compréhensible par tout le monde. Je rappelle que c'est un tableau de bord c'est un outil d'aide à la décision qui est adopté par l'équipe, qui est traité en équipe. Donc, tout le monde doit le comprendre. La langue, les symboles et tout, simple, commun et précis. Il doit être également périodique à date fixe. Périodique parce que les données sont toujours périodiques à date fixe. Ça peut être la date fixe peut être une semaine, un mois et peut-être chaque demi-heure, chaque 5 minutes. Si la question est de prendre des décisions sur les stocks. Les stocks changent d'une heure à l'autre dans les grandes entreprises. Ça peut être en fin de journée. La date périodique peut être chaque fin de journée, chaque fin de mois, chaque fin d'année. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de règle standard pour forme standard. Parce que ça dépend de la taille, de l'activité, de l'objectif de l'entreprise. On doit toujours joindre aux commentaires, aux chiffres un commentaire. D'accord? On doit toujours joindre aux chiffres un commentaire. C'est-à-dire, si je vous avais exposé les tableaux de bord, les tableaux de bord, les indicateurs de Kideo, si on n'avait pas mis un commentaire genre ces informations sont relatives au stock on n'aurait pas compris de quoi il s'agit. Et comme j'ai dit, il s'agit parfois de différentes équipes. C'est un tableau de bord qui est conçu par le commercial
et qui doit être compris par le responsable de production, dans l'exemple que vous avez. C'est un tableau de bord, c'est des indicateurs conçus, c'est un tableau de bord conçu par le service commercial. Et c'est le directeur de production qui doit le comprendre. Donc, toujours ajouter des commentaires aux chiffres. C'est un outil d'anticipation et de management participatif. Comme j'ai dit, parce qu'il est analysé en équipe, parce qu'il est traité en équipe. Et ça nous aide à anticiper. C'est-à-dire que je ne dois pas attendre jusqu'à ce qu'on me dise que, voilà, je ne dois pas attendre de recevoir des réclamations clients qui disent que, voilà, qui disent que mes clients... Attendez une seconde. Voilà. Très bien. Je disais quoi? Je disais que on parlait d'anticipation. C'est-à-dire que je ne devais pas attendre que mes clients de recevoir 30% de réclamations négatives de la part de mes clients qui disent que voilà, qui n'ont pas trouvé le produit donné. D'accord? Comme par exemple ce qui se passe au niveau pour les bavettes, مثلا. Les bavettes, si vous cherchez, ça fait 2 jours par exemple que certains Marocains se plaignent de ne pas avoir trouvé les bavettes chez les détaillants مثلا. Donc je ne dois pas attendre jusqu'à recevoir des réclamations. Cet outil me permet d'anticiper. J'ai la visibilité au niveau de mes stocks. Une fois je découvre que le niveau est arrivé à 2-3, j'alimente. D'accord? Alors, un tableau de bord peut n'être qu'un rapport permettant de constater ce qui s'est produit. Et là, je reviens à l'idée de départ. Il n'y a pas de règle standard. Ça dépend d'eux. Il n'y a pas de modèle standard. Il se peut que ce soit un rapport qualitatif avec des commentaires. Il se peut que ce soit un tableau de graphique. Il se peut que ce soit un tableau de symboles. Je ne sais pas. Les formes diffèrent en rapport avec la taille de l'entreprise, son activité, l'objectif actuel que nous essayons de traiter. Ouais, c'est un objectif financier, donc c'est des indicateurs différents. Ouais, il est relatif à la clientèle. Les réclamations, oui, j'aurai des graphiques, mais j'aurai également des données qualitatives. Les chiffres financiers. Donc, les formes diffèrent en rapport avec, même dans la même entreprise, donc ça diffère d'axe de progrès à un autre, d'objectif à un autre. Et bien sûr, le tableau de bord est construit pour aider les gestionnaires dans la prise de décision. C'est un outil principal à la prise de décision parce que chaque processus, chaque stratégie, donc, par exemple, la démarche marketing démarre par une principale étape qui est la recherche d'informations et la prise de décision stratégique. Et ce qui fait d'un manager un manager, d'accord? C'est les informations sur lesquelles il se base pour prendre la décision. On ne prend pas la décision, une décision basée sur l'intuition. Le manager, donc vous demain, qui fera la différence entre vous et Mouchkara, par exemple, c'est votre capacité à prendre des décisions basées sur des indicateurs pertinents. Et le tableau de bord vous permet de visualiser ces indicateurs pertinents en un temps réel. Alors, concevoir le tableau de bord. On a parlé de graphique, on a parlé de rapport, mais il y a des étapes de réflexion qui précèdent la structuration du tableau de bord, qui est l'étape finale. Avant de structurer le tableau de bord, il existe des étapes de réflexion, des étapes stratégiques. D'accord? Alors, la première étape, c'est celle de sélectionner les axes de progrès. La deuxième étape est de déterminer les points d'intervention. La troisième étape est celle de sélectionner les objectifs.
sélectionner les indicateurs est une étape importante. Structurer, enfin, le tableau de bord. La première étape, d'accord, et qui est de sélectionner les axes de progrès. Alors, quels sont les axes de progrès, les amis? On a des axes de progrès. Alors, les axes de progrès, c'est un peu les axes d'action stratégiques. Et ils diffèrent d'une entreprise à une autre. D'accord? Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité, elle est unique. Chaque entreprise a ses axes de progrès spécifiques. Donc, elle seule est à même de définir les axes d'action de progrès les plus optimaux en fonction de son marché, de ses capacités matérielles et de ses propres atouts. D'accord? Donc là, on va définir les axes de progrès les plus profitables en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de son marché ainsi que des moyens disponibles. Alors, comment nous pouvons faire ça? Nous allons le faire en répondant à différentes questions. D'accord? À 5 questions principales ou 5 outils. Hein? 5 questions principales. On va décider sur quel axe nous allons investir, quel axe nous allons améliorer. D'accord? Et ce, à travers 5 questions. Alors, d'où proviennent les gains de l'entreprise? D'où proviennent les gains de l'entreprise? Qui sont les clients les plus rentables? Quels produits achètent-ils? Quels sont les clients qui méritent une attention accrue pour les conserver et augmenter le chiffre d'affaires généré? D'accord? Comment l'entreprise se positionne-t-elle sur le marché? Maintenant, vous avez vu l'analyse SWOT, l'outil analyse SWOT. Et là, nous allons essayer de relever les opportunités, les menaces, également les perspectives de croissance. Quelles sont les attentes des clients? Quelles sont leurs attentes? Quel est leur barème de valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour eux? Alors, je disais tout à l'heure à vos camarades, de l'important pour eux, l'emballage, la qualité du produit, le prix. D'accord? Que pensent les clients de l'entreprise en général et des produits en particulier? Quatrième question, de quel levier dispose l'entreprise? Là, on revient aux forces et faiblesses que vous avez justement eu au niveau de l'outil analyse SWOT. Sur quel point fort faut-il s'appuyer pour dépasser les concurrents? Quels sont les meilleurs axes de progrès? Quel est le coût de réalisation? Quel sera le coût de fonctionnement? Quel sera l'impact sur le marché? Quand l'avantage envisagé sera-t-il opérationnel? Alors, vous avez remarqué que ces différentes questions émanant de différents départements de l'entreprise. Et parfois, chaque question nécessite tout un investissement. Une grande étude, مثلا. Alors, quand je parle des attentes des clients, pour moi, en tant que marketeur, ben, je vois toute une étude. Toute une étude de marché, toute une logistique, analyse, etc. qui doit être réalisée par le responsable marketing. Une étude de satisfaction, par exemple. L'analyse des forces et des faiblesses, c'est toute une analyse stratégique basée sur l'outil SWOT. Le coût de réalisation, le coût de fonctionnement, moi je vois toute une réflexion stratégique financière par le responsable département. Que le tableau de bord est un outil qui se fait en équipe. Déjà, la première étape qui est l'étape de sélectionner les axes de progrès, il y a plusieurs questions qui nécessitent beaucoup d'investissement en termes de recherche, en termes d'études, et différents départements. Il y a des informations qui vont émaner du département financier, il y a des départements qui vont émaner du département marketing, il y a des informations qui vont émaner de la logistique, il y a des départements qui vont peut-être émaner des ressources humaines, si on cherche le budget humain alloué à certains projets, etc.
Donc, c'est un outil qui doit se faire en équipe. Et bien évidemment, par la suite, décider l'axe de progrès. Moi, je vais investir sur les clients. En tant que marketeur, pour moi, voilà, je choisis مثلا, de travailler sur la satisfaction des clientèles. La deuxième étape serait de déterminer les points d'intervention. Alors, une petite seconde. Très bien. Très bien. Alors, je disais que l'étape numéro 2, c'est celle de déterminer les points d'intervention. D'accord? Donc, nous avons, la première étape, nous avons déterminé les axes de progrès, les axes sur lesquels nous allons réagir. D'accord? La deuxième étape, nous allons déterminer les points d'intervention. Chacun des points d'intervention. Donc, si après avoir analysé les réclamations clientèle, si après avoir analysé les réclamations clients, je découvre, voilà, je détecte que mes clients se plaignent des délais de livraison chez Gunnar au départ. D'accord? Donc, l'axe progrès, c'est la satisfaction de mes clientèles. C'est la satisfaction de ma clientèle. Alors, les points d'intervention. Alors, je vais intervenir sur le processus ou l'activité livraison. Le processus sur lequel je vais intervenir et le processus de livraison. Je vais améliorer les délais. مثلا je vais, comme au départ, procurer acheter des motos performants, acheter des camions de livraison performants à mes clients, à mes livreurs, par exemple. Sur quelle activité et sur quel processus concrètement je vais intervenir? Une fois j'analyse, la dernière fois, vous vous rappelez quand on a traité l'exemple du restaurant, la satisfaction clientèle, nous avons dit que nous allons agir sur le marketing, sur l'activité publicité sur les réseaux sociaux. Nous avons dit que nous allons former nos serveurs, processus de formation. Donc concrètement, les activités et les processus sur lesquels je vais intervenir. Donc ici, je vais identifier les activités et les processus critiques. Donc, quelles sont les activités et processus concernés par la démarche de progrès choisie? Il y a l'information que je dois chercher la deuxième étape. D'accord? Troisième étape serait de sélectionner les objectifs. La troisième étape serait celle de sélectionner les objectifs. D'accord? Alors, serait celle de sélectionner les objectifs. Voilà. Alors, je pense que mon téléphone s'est déchargé. Une seconde, les amis. Une petite seconde.
Oh, bonjour, désolé, c'est juste un problème. Le téléphone a redémarré. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Donc, nous étions sur sur la troisième étape. Donc, j'ai dit que voilà, axe de progrès sélectionné, point d'intervention, c'est-à-dire activité et processus bien déterminés. La troisième étape serait de sélectionner les objectifs. D'accord? Donc là, nous devons sélectionner nos objectifs. Nous allons choisir les objectifs, définir les objectifs locaux les plus adaptés pour accéder à la finalité voulue, mesurer les risques, élaborer les plans d'action, lister et identifier les actions à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, définir les risques d'échec prévisibles pour les objectifs critiques. Mais globalement, vos objectifs doivent remplir certains critères. Les objectifs doivent être mesurables. D'accord? Donc, nos objectifs doivent être mesurables. L'unité de mesure est connue. L'unité de mesure doit être connue. C'est-à-dire, l'objectif financier, l'objectif, est-ce que notre objectif serait financier? Est-ce que l'objectif est un objectif satisfaction clientèle? Est-ce que je peux le mesurer par des pourcentages à travers une étude quantitative, etc. D'accord? Accessible. Donc, les moyens sont disponibles. Les contraintes ne sont pas insurmontables. Yani, lorsque nous avons traité ensemble le PDCA, nous avons parlé d'augmenter le nombre de fréquentations de notre bloc professionnel à 1000 usagers d'Internet par jour. On était dans un objectif accessible et nous avions les moyens pour ça et le budget pour ça. Mais si l'objectif était d'augmenter la fréquentation à 1 million de moyens par jour, 1 million d'usagers par jour, c'est possible pour certains. Mais on n'a pas le budget nécessaire pour ça. Donc c'est un objectif qui n'est pas accessible et qui n'est pas réaliste. Il y a des contraintes. D'accord? Donc l'objectif doit être fédérateur. Nous devons avoir un maximum d'acteurs, d'accord? D'acteurs qui sont d'accord avec la poursuite de cet objectif. Donc, je reviens encore une fois pour rappeler que le tableau de bord est un élément, je vais dire, un outil d'aide à la décision qui se travaille en équipe. Donc même l'objectif vers lequel va s'orienter ce tableau de bord doit être un objectif qui fédère, d'accord, un objectif sur quoi le maximum d'acteurs sont d'accord. Et bien sûr, l'objectif doit être constructif. Il doit contribuer à l'accession, à la finalité globale. La quatrième étape, les amis, est bien sûr l'étape de sélection des indicateurs. Nous devons sélectionner les indicateurs, d'accord? Sélectionner les indicateurs les plus pertinents et les indicateurs les plus pertinents sont les indicateurs qui sont en relation avec nos objectifs. Indicateur pertinent, c'est un indicateur qui est en rapport direct avec l'objectif. L'objectif est d'améliorer la satisfaction clientèle. L'indicateur est de quoi? Par exemple, si le problème est la livraison, l'indicateur c'est les réclamations, nombre de réclamations négatives reçues chaque jour. Si l'objectif est la rentabilité, l'indicateur serait le chiffre d'affaires réalisé par exemple chaque semaine, chaque jour. Si l'objectif est la qualité par exemple, c'est la réduction d'anomalies. Donc, l'indicateur, le nombre d'anomalies détectées dans un produit, dans un lot de produits par semaine, par jour, par commande. Donc, les indicateurs pertinents, un indicateur pertinent, c'est un indicateur qui est en rapport direct avec notre objectif. Choisir les indicateurs. Donc, au niveau de cette étape, je dois
Alors, je disais qu'au niveau de cette étape, je devais choisir les indicateurs. Donc, sélectionner les indicateurs les plus adéquats en fonction des objectifs poursuivis. Présenter les indicateurs sur le poste de travail. Donc, nous devons choisir la meilleure présentation de l'indicateur en fonction du message à faire passer et des habitudes des décideurs. Car les indicateurs doivent être bien présentés. Le responsable est un statisticien qui est familiarisé avec les graphiques, les chiffres, etc. Wesh, il est plus dans les données qualitatives, les commentaires. Wesh, il est dans un axe de progrès très très spécifique, l'alimentation des stocks. Donc, il n'a besoin que d'un tableau. D'accord? Donc, présenter de la meilleure façon, et il n'y a pas de meilleure façon. Il y a la meilleure façon, il n'y a pas une meilleure façon, mais une meilleure façon adaptable à chaque décideur, à chaque équipe de décideurs. D'accord? Donc, un bon indicateur, les amis, doit nous aider à mesurer l'objectif à suivre. Un bon indicateur est fiable. Un bon indicateur est facile à construire. Un bon indicateur incite à décider, nous aide à décider. Un bon indicateur est toujours rafraîchi dans le temps. Je n'ai pas besoin d'indicateur qui date de stock qui date du mois dernier. Je dois régler un problème qui est relatif à la semaine prochaine, ou à demain, ou à l'heure qui suit. Donc, j'ai besoin d'informations, d'indicateurs d'actualité. Un bon indicateur est réalisable à un coût acceptable. D'accord? Et enfin, la dernière étape serait l'étape de structurer le tableau de bord. Alors, bien sûr, c'est de le dresser, de le structurer. Et il faut que ça remplisse un critère spécifique. Le critère d'un seul coup d'œil. Et là, je vous invite encore une fois à vous projeter sur le tableau de bord de la voiture. La structuration du tableau de bord doit permettre au manager, doit vous permettre, autant que manager, d'analyser, de lire la situation de votre entreprise, la situation relative au problème spécifique en un coup d'œil. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les situations d'entreprise diffèrent. Nous sommes parfois face à de grandes entreprises avec différents stocks, avec différents magasins, par exemple, Margène, Walmart, etc., Carrefour, avec des stocks énormes et beaucoup de magasins dans des villes, dans des régions, dans des pays, مثلا. Et le responsable production doit décider en une seconde, par exemple, en 5 minutes, le stock à alimenter. D'accord? En un seul coup. Et donc, le tableau de bord doit vous permettre de lire la situation des stocks مثلا en un seul coup d'œil. Alors, le tableau de bord, bien sûr, un tableau de bord efficace. Si vous réussissez le processus vos équipes, réussissent la conception d'un tableau de bord efficace, il doit remplir 4 qualités essentielles. Donc, il doit ne présenter que les informations essentielles. Uniquement les informations essentielles. Le tableau de bord ne doit pas se contenter de signaler les dysfonctionnements. D'accord? Il ne doit pas se contenter de signaler les dysfonctionnements, mais il doit également nous présenter des éléments d'explication. Un tableau de bord efficace doit également nous présenter parfois des éléments d'explication. La troisième qualité est que le tableau de bord efficace est bien sûr un outil d'aide à la décision parce qu'il nous fournit l'information nécessaire à la prise de décision. Encore plus, il nous permet la décision à temps réel et facile à lire. D'accord? Donc, il contribue à la définition des nouvelles tactiques d'action. C'est-à-dire, il nous permet d'adopter de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies. Rappelez-vous l'exemple du PDCA.
D'accord? Donc, grâce à un tableau de bord, grâce à des indicateurs relatifs présents au niveau du tableau de bord, ça nous permet de changer de tactique, changer de stratégie, adopter de nouvelles actions, mais vraiment en temps réel. Quatrième qualité, c'est l'efficacité. Le tableau de bord est toujours à jour, d'accord? Le tableau de bord est toujours à jour. D'accord? Très bien, les amis. Voilà, c'est tout. Donc, si vous souhaitez faire plus de lecture, donc je t'aider à aider ces informations-là, si vous voulez, vous êtes avide de lecture et vous souhaitez faire plus de lecture par rapport au tableau de bord, voici des propositions. Donc, l'essentiel du tableau de bord, pilote des systèmes d'information, les 100 schémas du management, d'accord? Management et contrôle de gestion. D'accord? Très bien. Donc, j'attends vos questions et en attendant vos questions, je demande à vos collègues de